Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour. Je suis ravi de vous réinterviewer une fois. C'était la première vidéo de ma chaîne YouTube Cinémagie Création. C'était avec vous, c'était sur la contribution à la sociologie de l'orgie L'ombre de Dionysos. Et cette fois-ci, vous publiez chez les éditions du Cerf Être postmoderne. Et alors, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, et je l'ai lu avec grand intérêt. C'est pour ça que j'ai voulu faire une interview sur le sujet avec vous. C'est gentil. Oui. C'est un très beau livre, et ça reprend des idées que vous avez développées dans vos ouvrages, et ça ouvre de nouvelles perspectives encore par rapport à cela. Et donc d'abord, ce titre, Être postmoderne, c'est assez intéressant parce que ça définit quand même je sais pas, une nouvelle ère de renaissance par rapport à la modernité. Alors, est-ce qu'il n'est pas paradoxal déjà de dire être post-moderne? Est-ce que ça nous différenierait par rapport à la modernité? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, comment le dire, c'est pas mon genre d'employer un titre comme ça. C'est mon éditeur qui a trouvé que ça faisait plus marchand, que ça se vendrait bien, etc. Moi, j'aime pas les préconisations. D'accord. J'aime pas dire ce que doit être le monde, mais dans le fond, je m'accorde bien avec ce titre pour une raison précise, c'est que, dans le fond, oui, on est en train de quitter, comme vous venez de l'indiquer, une époque. Moi, je préfère dire époque, plutôt que le mot ère. Époque, en grec, ça veut dire parenthèse, étymologiquement. Donc une parenthèse se ferme, l'époque moderne, la modernité, et une autre parenthèse, une autre époque s'ouvre pour moi, ce que faute de mieux, on appelle post-modernité. Juste pour mémoire, avant de vous répondre sur le fond, je rappelle que ce n'est que très tardivement, c'est 1848, Baudelaire, qui va employer pour la première fois le mot modernité. Avant, on disait post-médiévalité, après, on ne savait pas très bien comment nommer les choses. Et pour le moment, c'est cela, ce qui a commencé avec le XVIIe siècle, l'époque moderne. On voit bien, est en agonie, est en train de s'achever, peu à peu, ça se délite de partout, on pourra en parler, et quelque chose d'autre est en train de naître, une renaissance, une autre manière d'être ensemble, en particulier c'est très fort chez les jeunes générations. Et donc voilà, alors on appelle cela post-modernité, et si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous dans 100 ans. Et à ce moment-là, on pourra nommer ce qui existe, puisque là, on est dans l'incapacité, à vrai dire, de la nommer peut-être. Voilà, donc, c'est ça qui est en jeu. Et moi, je m'emploie, c'est vrai, à essayer de donner les grandes caractéristiques. J'aime les étymologies. Caractéristique, ça veut dire le caractère, c'est l'empreinte. Et donc j'essaie de décrire depuis de longues années quelles sont les empreintes de ceux qui est en gestation. Vous savez, c'était des bons esprits, c'est Heidegger, c'est Hannah Arendt. Ils disaient, on a une idée dans sa vie, on n'a pas 50. Et puis on va tourner autour de ces idées, on arrive à les définir plus ou moins bien. Et moi, mon travail depuis une quarantaine d'années, j'ai une idée, pas 50. Et cette idée, d'une manière un peu lancinante, j'essaie de l'aborder par divers aspects. Et cette idée-là, c'est d'écrire les grandes caractéristiques de la postmodernité. Voilà. Et là, ce livre est un digest, un résumé où je reprends en quelque sorte ce que je dis depuis une quarantaine d'années, j'espère pas d'une manière trop ennuyeuse, c'est-à-dire en annonçant, en avançant un peu, quelque chose de cet ordre, pour essayer de caractériser au mieux ce que l'on vit. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, si on veut un peu plus avancer sur cette idée de post-modernité, il faudrait d'abord qu'on définisse quelques petites choses qui ont trait à la modernité elle-même. Donc, c'est vrai que la première dénomination, c'est par Baudelaire, 1848, vous disiez. Et alors, cette modernité commencerait au 19e siècle. Comment elle s'amorce? Est-ce que c'est avec la révolution industrielle? Non, je vous arrête de suite. Oui. Pour moi, la modernité commence au XVIIe siècle. D'accord. Une époque jusqu'à maintenant.
Hein, les historiens, les économistes et les philosophes s'accordaient à dire que ça durait 3 siècles et demi. D'accord. Hein. Moi, deux personnes qui m'ont influencé, que ce soit Gilbert Durand ou Lévi-Strauss, avaient montré aussi que ça durait comme cela. Hein. Il y a des petites nuances, mais 3 siècles, 4 siècles, 3 siècles et demi, 4 siècles. Bon. Alors, c'est pour dire que la modernité, et je vais vous en donner les éléments caractéristiques, commence avec le XVIIe siècle. La grande révolution, c'est la belle et grande révolution cartésienne. Cogito ergo sum. Hein, c'est la naissance de l'individu. Et voilà le premier point important pour bien comprendre la modernité, hein, c'est-à-dire l'émergence de cet individualisme. Juste pour mémoire, au Moyen-Âge, ou dans les sociétés traditionnelles, celui qui pensait par lui-même, c'était un hérétique. Hein, airesis en grec, c'est-à-dire il se coupait de la communauté. Hein, voilà. Et la formule cartésienne est très juste, vous voyez, je pense, cogito ergo sum, in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Hein. Et on a là, je dirais, le premier pôle sur lequel s'élabore cette modernité. Deuxième grand élément, le rationalisme. Hein, c'est-à-dire, c'est la réforme protestante. Max Weber l'a bien montré, il dit rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, avec le corrélat, le fameux désenchantement du monde. Ensäuberung der Welt, c'est-à-dire le monde est désenchanté. Voilà le deuxième élément. Un individu rationaliste. Et troisième élément, qui s'est élaboré tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, le progressisme. Demain, un peu plus tard, société parfaite à venir, etc. Voilà les trois pôles modernes. Individualisme, rationalisme, progressisme. Et cela, c'est diffracté, moi l'expression que je dis, c'est capillarisé dans l'ensemble de la vie sociale. Éducation, institution, hein, un grand esprit, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué, avec qui j'étais lié, Michel Foucault, a bien montré comment tout au long du XIXe siècle s'élaborent les fameuses institutions sociales. Hein, c'est-à-dire nos institutions, institutions familiales, institutions partisanes, institutions économiques, etc., politiques, et tout à l'avenant. Voilà, ces institutions, c'est-à-dire la société, tout simplement, se sont élaborées sur ces trois pôles. Un tripode, hein, bon. Et on voit bien comment, à partir des années 50 du siècle dernier, un peu se délite ce tripode. Même si, bien évidemment, et il faudra y revenir, il faudra en reparler de ça, ça continue à rester les éléments essentiels pour la société officielle. Et puis, du subrepticement est en train, et c'est ce que je décris dans ce livre, est en train de s'élaborer d'autres caractéristiques. Et pour moi, le tripode, je vais vous le dire de suite, on en reparlera, ben, c'était ma vieille idée de tribu, c'est-à-dire la communauté. C'est également quelque chose qui fait que ce n'est plus simplement le rationalisme, mais l'émotionnel, qui prend une place importante. Et troisième élément, c'est pas demain, c'est pas le progressisme, c'est le présent. Avec ce que j'avais dit dans mon petit Dionysos, l'hédonisme, qui est corrélatif de ce présentéisme. Voilà, individualisme, encore une fois, rationalisme et progressisme, cela est en train de laisser la place à la communauté, tribu, peu importe, le nous, l'ambiance émotionnelle et l'importance du présent sous ces diverses modulations. Voilà les deux grands éléments. Avec cette petite nuance, c'est que dans les périodes de changement comme ça, il y a un décalage, une désaffection par rapport à ce qui est officiel. Et puis c'est le roi clandestin d'une époque, représenté par ces jeunes générations, qui eux vivent déjà. C'est ça, être postmoderne. Être postmoderne, c'est ça. Voilà. C'est marrant que vous parliez de tripode, parce que vous en donnez un autre, que vous avez déjà un peu développé là, qui est le tribalisme, le nomadisme et l'hédonisme. Ouais. Non, mais vous avez raison, c'est-à-dire que, bon, là je donne on peut en trouver quelques-uns, mais pour ma part, en effet, mes trois livres majeurs, c'est le temps des tribus, c'est le nomadisme et c'est Dionysos, c'est-à-dire les et ça ce nomadisme, ce tribalisme et cet hédonisme s'exprime par le ludique, le festif et l'onirique, toutes ces valeurs-là qu'on redonne qui sont pas anti-rationnelles, mais
parfois surrationnel ou quelque chose qui peut dépasser la raison. Vous avez raison. Moi, j'aime pas le mot. On nous a souvent reproché l'intelligentsia, hein, ces universitaires un peu emmerdants, d'être irrationnel, l'irrationalisme. Et Gilbert Durand rappelait que l'imaginaire, c'est pas l'irrationnel. Oui. Moi, j'ai été disciple de mes maîtres, qui est Julien Freund, qui était un spécialiste de Weber à Strasbourg, où je faisais mes études. Et il montrait que dans la perspective weberienne, le non-rationnel n'est pas irrationnel. Oui. Ça a sa rationalité propre. Le non-logique n'est pas illogique. Voilà, hein. Alors, c'est pour dire que, voilà, est en jeu actuellement, c'est ça d'ailleurs l'imaginaire. Une autre manière de se situer par rapport au monde qui n'est pas simplement rationaliste, j'ai dit. Hein. Moi, j'ai dit rationaliste, je n'ai pas dit rationnel, hein, j'ai dit rationaliste. Voilà. Alors, vous voyez, par rapport au mot que vous avez employé il y a un instant, un bel et un grand historien des sciences américain qui s'appelle Thomas Kuhn, un livre fameux, Structure des révolutions scientifiques, hein, qui réfléchit sur les découvertes scientifiques, les applications technologiques, l'organisation de la société. C'est lui qui parle du paradigme. Oui. Bien. Et il montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait entre l'Europe et l'Extrême-Orient un même paradigme, une homologie, comme on dit d'une manière un peu savante, hein, c'est-à-dire l'invention de la poudre à canon, l'imprimerie, que vous trouvez dans l'un et dans l'autre cas. Et puis, il y a à ce moment-là, si je reprends un de ces termes, un gap, un différentiel. L'Europe va suivre un grand développement que l'on sait, et jusqu'au 19e, la Chine va rester au même niveau. Et pourquoi? C'est parce que, dit-il, l'Europe a suivi la via recta de la raison, en latin, voie droite de la raison. Et que poursuivre alors que la Chine a continué à avoir d'autres paramètres en jeu. Et montre-t-il, pour suivre la voie droite, la via recta, cette Europe va laisser sur le bord de la route, il dit encore en latin, c'est amusant, toute une série d'impedimenta inutiles. Ça veut dire impedimenta, des bagages qui alourdissaient la marche, qui ne permettent pas d'aller droit au but. Et c'était quoi? Le festif, l'onirique, le ludique. Voilà. Et donc, ce sont des paramètres humains. Du même ordre que la raison, d'ailleurs, et que des grandes sociétés ont mis l'accent sur le festif, le ludique, l'onirique, etc. Bien. Là, l'Europe, par efficacité, les a laissés de côté. Alors, en gros, moi, mon analyse, depuis de longues années, je répète, au travers de mes divers livres, c'est de dire que, oui, certes, on a été droit au but, mais droit dans le mur. Oui, j'allais dire. Oui, d'une certaine manière, on voit bien comment le progrès, le progressisme aboutit au saccage écologique de diverses manières. Et que ce qui est en jeu actuellement, et c'est ce qu'il est difficile de faire admettre, je dois avouer, et en particulier par l'intelligentsia politique, universitaire, journaliste, qui restent sur le vieux schéma moderne, et du coup ont du mal, dans le sens simple du terme, à apprécier, c'est-à-dire à donner son prix, au retour, en quelque sorte, cette dimension festive, ludique et onirique. Or, mon propos, c'est de dire, c'est là. Ça crève les yeux. Je ne peux pas ne pas en tenir compte. Vous voyez, etc. Voilà. Et donc, de mon point de vue, moi, ce qui est une vraie pensée, c'est de prendre acte de ce qui est, d'essayer d'en voir les limites, d'ailleurs. Hein, c'est pas toujours joyeux. Hein, je dis souvent, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, on le voit, il y a des aspects pires. Mais plutôt que de voir toujours le pire de l'émotionnel, le retour des affects, des sentiments, des passions, essayer de voir le meilleur. Ouais. En tout cas, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Voilà. En général, on voit le verre à moitié vide. Moi, j'essaie de voir que ce ludique, cet onirique, ce festif est là et traduit une effervescence, une authenticité, une manière d'être, un vouloir vivre. Et c'est ce vouloir vivre qui me paraît important. D'accord. Parce que c'est marrant, ces valeurs dont vous parlez, même si on parle d'une tendance rationaliste dans la voie scientifique, etc., elle a été partout présente, soit en germe, soit dispatchée chez certains individus depuis l'Antiquité, en fait. Et cette tendance a été beaucoup plus généralisée avec la modernité, peut-être. Cette tendance à rationaliser l'existence. Ah oui. Mais aussi, contrairement à ça, la tendance festive, qui émotionnelle, onirique, etc., qui commence à reprendre vigueur aujourd'hui, elle se retrouve, c'est vrai aussi tout au long de l'histoire, encore une fois dispatchée. On a les Dionysies,
les carnavals, Oui, oui. etc. Oui, vous avez raison, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, et que ces deux éléments existent. Bien. Moi, je dis, je rends uniquement attentif au fait que ça prend plus ou moins du poids. Bien sûr. Ça prend une importance de plus ou moins grande. Et là-dessus, soyons humbles. Des grands esprits, je pense bien sûr à Nietzsche, avec le premier, c'est pas le premier, mais en tout cas avec bien formalisé ce balancement qui existait entre les grandes valeurs apolliniennes et les valeurs dionysiaques. Voilà. Et alors, comment dire cela? La modernité, pour dire simplement les choses, avait mis l'accent sur ces valeurs dites apolliniennes, ou Prométhée qui vole le feu aux dieux. Hein. Bon. C'était une figure, soyons un peu savants, tiens, Apollon c'est une divinité que l'on appelle uranienne, hein, tournée vers le ciel, le cerveau, purement. C'est ça le rationalisme. Hein. Dionysos, c'est une divinité qui est chtonienne, chtonos, autochtone, qui est de cette terre-ci, hein, les sens, les humeurs, les passions, les affects. Alors quand on regarde comme ça sur la longue durée, on voit, si on reprend ce que je disais tout au début, des époques où prévaut la dimension apollinienne. Oui. L'autre existe, mais en mineur, hein, en mezzo voce, en dessous, cachée, etc. Elle est là, toujours présente. Oui. Et l'œuvre de Nietzsche montre bien que quand une se fatigue, quand un ensemble de valeurs se fatigue, par exemple, pour moi la modernité, c'est apollinien ou prométhéen, on voit revenir à ce moment-là l'autre ensemble de valeurs dionysiaques, qui était jusqu'alors caché, vous voyez, d'une manière ironique comme ça. Regardez comment en France, on a considéré la culture, jusqu'il y a peu, comme étant le 1% culturel. C'était minimal, hein, on accordait un peu à la culture. C'est ça Dionysos. Hein. Eh bien, c'est ce 1% qui est en train de prendre une place importante. Voilà. Ça continue d'exister. Au 19e, le bourgeois, bien sûr, se payait sa danseuse. Mais il se payait la danseuse qu'il pouvait révoquer quand il y avait crise, par exemple, si je puis dire ainsi. Là, moi, je pense qu'il y a retour en force de ces valeurs dionysiaques, de ces valeurs culturelles. Moi, je vais même, actuellement, je crois que c'est dans ce livre, je dis, alors qu'avait prévalu une infrastructure économique, est en train de se développer une infrastructure spirituelle. Dans le vrai sens du mot, oui, c'est-à-dire au-delà de la marxisation un peu ambiante qui existe, c'est-à-dire ce qui prévaut c'est simplement l'économie, le travail, machin chose, etc. Moi j'essaie de montrer que de plus en plus, et chez les jeunes générations, il y a l'importance de la création, faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, etc. etc., etc. Oui, toute une série d'éléments plus ou moins dits de la manière que j'indique ici, mais qui traduisent le retour du balancier. Et peut-être que dans 2-3 siècles, ben, on va voir revenir la valeur prométhéenne, c'est ainsi. Hein. On en reparlera. On en reparlera, on s'est donné rendez-vous dans 100 ans, on le fera, vous voyez. Mais un peu, pour moi, mon propos, c'est ce balancement. Alors j'ai dit Nietzsche. Un historien anglais qui s'appelle Walter Pater, de l'art, des arts, et bien il montre bien comment il y a ce type de balancement. S'inspirant des historiens allemands de la culture, il montre qu'il y a des moments où prédomine le classique, construction en angle droit, à d'autres moments où prévaut le baroque, l'effervescence. Ben voilà, c'est la même chose. Hein, oui. C'est-à-dire le classique, c'est cette dimension purement rationaliste, c'est les valeurs apolliniennes, et puis ça marche, c'est ainsi, etc. Puis ça se fatigue, ça s'use, et à ce moment-là, on va revenir ce qui était alternatif. Oui. Alternatif, c'est marrant quand même. Non, oui, disons tout simplement, oui, quelque chose d'autre. Ouais, d'autre. Hein, c'est-à-dire, j'ai fait tout ce développement pour corroborer ce que vous venez de dire. Oui, ce que vous avez fait. Ça existait, oui, bien sûr, on voit toujours cette dimension dionysiaque. Disons qu'elle est plus ou moins importante. À certains moments, reprenons l'expression que vous employez, cette valeur, pour moi, c'est cela qui caractérise la postmodernité, reprend une force et vigueur indéniable. Et c'est cette force et vigueur que la société officielle ne veut pas voir, qui reste omnubilée par le travail, la valeur travail, qui était la grande idée marxienne du capital. Et moi, je dis non, il y a au contraire cette idée de création. Oui. Hein, je dis bien. Et la création, vous voyez, pour reprendre les mots que vous employez tout à l'heure, la création, c'est tout simplement quelque chose qui va mobiliser
ces paramètres qu'on avait laissés de côté, festifs, oniriques, etc. Donc on les reprend en compte, on montre que c'est important, et c'est cela qui caractérise pour moi la vie sociale. Alors soyons même plus précis, la vie sociétale, c'est-à-dire dans ce cas-là de plus fort et de plus important pour chacun d'entre nous. Et c'est très intéressant les figures que ça peut prendre, parce que vous avez tout un chapitre que j'ai trouvé très beau, qui est sur le juvénile, en fait. La force juvénile qui a tendance, elle aussi, à s'affirmer ou se réaffirmer, et qui donne comme idéal, juvénile, la jeunesse, voire parfois l'enfance, les valeurs d'émerveillement, etc. Et la question que je me suis posée, et vous le suggériez un peu aussi dans votre livre, c'est est-ce que ce retour vers des valeurs juvéniles et enfantines n'est pas le prélude à une renaissance, justement? On va vers l'enfance, quand on est vieux, pour renaître. En gros, si vous voulez, si on reprend ça vaut ce que ça vaut, c'est pas aussi tranché que ce qu'on dit là maintenant, il faut le nuancer, mais je dirais que d'une manière didactique, il faut les poser quand même, ce balance, il faut montrer ce balancement. Alors, quand prévaut cette dimension purement rationaliste? Soyons clairs, je dis rationaliste et pas simplement rationnel. Rationalisme, c'est-à-dire quand la raison se systématise et évacue tout le reste. Alors, quand prévaut cela, il y a toujours dans chaque société une figure emblématique. Une figure emblématique dans le sens simple du terme, un totem autour duquel, consciemment ou inconsciemment, on s'agrège. Bien. La figure emblématique moderne, celle qui a culminé au 19e, parce que ça commence avec le 17e, ça se parfait avec le 18e, philosophie des Lumières, et ça se systématise au 19e, qui est le grand siècle moderne. Après, le 20e siècle bouffe le capital, si je puis dire. Ça se diffrague, ça se dilue, etc. Bien. Mais au 19e, la figure emblématique, c'est l'adulte, sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Voilà la belle figure, si vous voulez, qui est cette figure emblématique du 19e. Et à mon sens, il y a fatigue de cette figure. Et à ce moment-là, on va revenir, et pour moi c'est une des caractéristiques de la postmodernité, une autre figure emblématique qui est celle de l'enfant éternel. C'est le mythe du puer aeternus. C'est-à-dire, dans le fond, non plus simplement rationnel, producteur, reproducteur, mais ces dimensions que l'on a dit, festives, ludiques, etc. C'est pas la première fois dans les histoires humaines où il y a retour de l'enfant éternel. Bien. Et du coup, cette figure emblématique va devenir importante. C'est-à-dire que tout le monde veut s'habiller jeune, se comporter jeune, parler jeune, cool, fun, machin, chose, etc. Vous voyez, donc, comment dire. Alors, regardez par exemple l'iconographie du 19e. Moi, elle m'a toujours fasciné. Un de mes amis avait fait une étude là-dessus, dans les musées. Ce qu'est la figure emblématique, j'ai dit, c'était le bon bourgeois. Et le bon bourgeois, il s'habillait comme ça, en costume 3 pièces, avec un ventre bourdonnant. Et c'était intéressant de voir qu'en général, il y avait un gilet avec les chaînes de montre qui montraient qu'il avait réussi. Bien. Et c'était ça la figure emblématique de cet individu rationnel. Mais comme c'était une figure contaminatrice, le jeune adolescent qui arrivait sur le marché, il devait prendre le même habit, qui n'était pas fait pour lui, parce qu'il était flanqué, etc. Mais on voyait qu'il était perdu dans ce costume 3 pièces, etc. Mais il était obligé de le porter. Or, de nos jours, comme c'est la figure de l'enfant éternel qui prévaut, c'est le jean qui va prévaloir. C'est quoi? Des hanches étroites, quelque chose qui fait qu'il n'y a pas ce ventre, ce bide bedonnant, etc. Mais comme c'est une figure emblématique, le bon bourgeois va être obligé de mettre des jeans, vous voyez. Et amusez-vous, alors, quand je dis le grand bourgeois, enfin, l'adulte, si vous voulez, qui fait qu'il y a un processus de contamination. Voilà le balancement. Soit l'adulte sérieux, soit l'enfant éternel, et de mon point de vue, il y a un retour de cet enfant éternel. Sous ces diverses modulations. Oui. Je dis bien, encore une fois, je ne vais pas le répéter 100 fois, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'on voit comment tout le monde veut s'habiller jeune, porter jeune, etc. Mais je pense que c'est c'est ceux-là que j'ai un chapitre que j'appelle Juvenoia. Oui, c'est ça. C'est une coquetterie, comme ça, pour opposer en quelque sorte à la paranoïa. En grec, paranoïa, c'est une pensée venue du haut.
verticale. Et le grand paranoïaque, d'ailleurs, est souvent un très grand rationaliste. Je le rappelle pour mémoire. Voilà. Et on voit bien comment, dans cette paranoïa, il y a cette dimension, encore une fois, très verticale. Moi, je sais, toi, tu sais pas, et Dougar, et je te tire. Bien. La juvenoïa, c'est pour rendre attentif au fait que noïain, c'est la pensée. Hein, que c'est une pensée juvénile, c'est une pensée vive, une pensée, si vous voulez, qui n'est pas simplement une pensée dogmatique, mais une pensée questionnante, dans le vrai et beau sens du mot. C'est-à-dire pas de certitude, mais des questions. Voilà. Eh bien, oui, moi je crois qu'il y a retour de cette juvenoïa, c'est-à-dire la fin des grands systèmes interprétatifs, des grandes vérités universelles, mais des petites vérités portatives. Et je suis frappé de voir comment il y a chez les jeunes générations, justement, corrélativement à cette juvenoïa, quelque chose qui est de l'ordre de la tolérance, de l'acceptation de l'altérité. L'autre vaut ce qu'il est, hein, et je ne vais pas simplement lui imposer mes opinions, mais qu'il y a en quelque sorte cette, je dis moi, horizontalisation du monde. C'est-à-dire non plus la verticalité du sachant, mais l'horizontalité du partage, de l'échange, de la réversibilité. Wikipédia et non pas l'encyclopédie universaliste, si je puis dire. Vous voyez, voilà un peu ce qui est. Voilà. Il y a des très bonnes choses sur Wikipédia parce que. Oui, mais parfois il y a des ça oui, peu rime. Bien sûr, bien sûr. Moi, la page me concernant n'est pas chère, n'est pas sympathique. Ah ouais, bah voilà, c'est vrai. C'est pas grave. En même temps, je défends Wikipédia, donc ouais, le problème est simple. Voilà, et bah oui, vous parlez de cette juvénalisation et en fait, ça me fait penser. Vous l'avez aussi évoqué, le kéros. Cette espèce d'instant éternel, enfin l'instant à saisir en fait, oui. qui fait aussi un peu référence au Carpe Diem peut-être aussi, qui est un peu lié. Et justement, vous parlez aussi d'enracinement dynamique, c'est-à-dire que on peut à la fois être ancré dans l'instant, tout en étant lié, connecté aux traditions très anciennes ou au passé, à un passé très lointain. C'est ça le paradoxe qui est assez intéressant. Oui. N'ayons pas peur du mot que vous venez d'employer, paradoxe. Ah, oui. Hein, c'est bons esprits Goethe qui dit ça. Hein. Il dit chaque société, quand une civilisation est naissante, elle est paradoxale. Ouais. Pas orthodoxe, hein, mais paradoxe. Hein, voilà. Il y a une pensée qui est une pensée d'accompagnement, pensée plurielle, etc. Alors oui, le paradoxe, il est là, c'est-à-dire que dans notre progressisme bené, notre progressisme dévastateur parfois, hein, les saccages écologiques en font état, le témoignent, on avait cru en quelque sorte dominer le monde, et encore une fois en fonction de demain. Et pour ce faire d'ailleurs, il fallait oublier le passé, oublier les traditions. Hein. Karl Marx le montre bien, hein, en quelque sorte, la figure emblématique de Karl Marx était Prométhée déchaîné, hein, qui dominait le monde et les autres. Marx avait cette belle formule, il disait « l'esprit de la vie le rend libre », par opposition aux paysans qui étaient enracinés, qui avaient de la glèbe aux pieds, si je puis dire. Voilà. Et moi, il me paraît qu'actuellement, il y a retour de cette tradition. Et j'ai un chapitre sur la tradition. Tradition dit bien ce que ça veut dire. Tradare, hein, en latin. Ce qui a été donné, je le transporte. Et donc, dans le fond, là où on avait cru dans notre progressisme, que je viens de dire, dépasser le passé, il se rappelle à notre bon souvenir. C'est ça les racines pour moi. C'était ma thèse d'État faite avec Gilbert Durand, que j'avais intitulé « L'enracinement dynamique ». Là encore, au niveau des termes, c'est à partir des racines d'une amise qui a de la force. Toute plante a besoin de racines. La plante humaine a besoin de ses racines. Et on se rappelle en quelque sorte qu'il y a ce retour des racines de divers ordres, qui peuvent être multiples. C'est la tradition, c'est les fêtes populaires, les festivals populaires, c'est le bon vieux temps sous ses diverses modulations, enfin, peu importe. Vous voyez, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui va penser, qui veut nous aider à penser cet enracinement de toute espèce humaine, de toute espèce animale, on va dire, de toute espèce végétale de divers ordres. Voilà. Ouais. Et donc c'est cette idée de tradition, moi, qui me paraît important, et je fais une petite nuance sémantique. Le progressisme était toujours tourné vers l'avenir. La progressivité, c'est la spirale. Hein. C'est une phrase de Blois qui m'avait inspiré cela. Il disait « Le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. »
Et ce souvenir de l'avenir, c'est un peu paradoxal, hein, mais c'est de montrer que dans le fond, le présent, quand je vis au présent, c'est à partir du passé et que c'est cela qui est gros d'avenir, en quelque sorte. Alors, pour terminer, et pour reprendre le mot que vous avez employé, moi qui m'est cher, c'est en effet l'instant éternel, puisque j'ai consacré un livre qui s'appelle L'instant éternel, et qui est non pas la recherche ou l'attente d'une éternité lointaine, mais une éternité vécue ici et maintenant. C'est ça l'instant éternel. Et la figure, c'était cette figure de Kairos, hein, à l'opposé de Chronos. Chronos, c'est la chronologie, le déroulement inéluctable. Kairos, c'était un dieu chauve. Hein, il fallait l'attraper par les cheveux parce qu'on ne pouvait pas le saisir. Non, il fallait l'attraper sur le moment, pardon, parce qu'on ne pouvait pas le saisir par les cheveux quand il avait tourné les talons. Alors c'est la bonne occasion, c'est l'opportunité, c'est ce qui se présente, etc. Voilà, cette figure de l'enfant éternel, cette figure de l'instant éternel, de l'enfant éternel, c'est une autre manière de penser un temps qui est vivre ici et maintenant, sous une forme d'éternité, mais une éternité qui est une succession d'éternités, une sorte de bons moments. L'éternité est un bon moment, c'est marrant à dire. De bien sûr, de bonne occasion. J'ai choisi quelques extraits de votre livre parce qu'il y en a que j'aimais bien, j'ai voulu les lire. Si ça vous va, j'en lis un ou deux, après on peut les commenter. Alors, c'est page 97 de Être postmoderne. Et faut-il le rappeler, les sociétés ayant trouvé un équilibre harmonieux sont celles qui ont permis l'expression d'un tel qualificatif. Donc, le syndrome dionysiaque en est pour la tradition occidentale l'exemple achevé. L'acceptation de l'excès, sa ritualisation permettant une purification du corps social. C'est la catharsis, une décharge émotionnelle suscitant un soulagement pour l'âme collective, voire son élévation. L'excès homéopathique permettant un surplus d'être pour l'ensemble social. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au... Bon, aujourd'hui, on a cet exemple des rave parties. Une sorte d'instant vécu collectivement qui permettent d'exprimer à la fois un surplus de vie qui a envie de s'exprimer en nous et aussi peut-être, sans forcément le vouloir, une opposition à tout ce dont on a parlé au début, à tout la civilisation rationnelle, etc. Je lisais hier, c'est dommage, je l'ai oublié dans ma maison du Sud, un philosophe espagnol intéressant qui s'appelle Miguel de Unamuno. Ah oui. Hein, le sentiment tragique de la vie. Et il faudrait en parler, ça d'ailleurs, de ce tragique par opposition au drame. Pour moi, la modernité est dramatique. Hein, on trouve des solutions, on va trouver une résolution. On emploie souvent l'un pour l'autre, alors que le tragique, tragos, c'est la trachée artère. Le tragique, il n'y a pas de solution. On vit un moment tragique, pour moi. Il y a le retour du tragique. Et Unamuno montre comment il y a nécessité, justement, de ces pleurer ensemble. C'est-à-dire comment il explique qu'il y a des émotions, dans le vrai sens du mot, hystériques, c'est pas péjoratif, hein, c'est le ventre qui est sollicité. Et on voit bien comment, de diverses manières, voilà, c'est ce qui est dionysiaque, hein, ces rassemblements où il y a des catharsis collectives, disons-le simplement, ça pleure. Hein. Moi, je m'étais amusé à retrouver, enfin, j'avais retrouvé une expression de Durkheim qui me fait toujours rêver, même si personne ne la comprend. Il montre comment les sociétés se structurent parce qu'il y a ce qu'il appelle des rites piaculaires. Alors, un rite piaculaire, c'est des rites de pleurs. Hein. Et pleurs de joie, pleurs de tristesse, peu importe. Et c'est-à-dire le retour de l'émotionnel, fondamentalement. Et c'est intéressant de voir comment on avait cru évacuer, en quelque sorte, ces manifestations de pleurs. Quoi, des humeurs, tout simplement. Hein. Les pleurs, c'est des humeurs. Et que c'est à partir des humeurs qu'on va coller ensemble. Alors je dis bien, ça peut être... Moi je me souviens que quand est morte cette pauvre princesse un peu sotte, Lady Di par exemple, ben, il y a eu à un moment donné de l'hystérie collective un peu partout dans le monde, si vous voulez, autour de cette mort très triste, si vous voulez, d'une princesse comme ça. Voilà des rites piaculaires. Un match de football, enfin j'en sais rien, moi je ne vais pas au football, mais enfin un match quel qu'il soit, de quelque sport que ce soit, va susciter des pleurs, hein, va susciter des rites piaculaires. Et tout en avenant. Voilà. En gros, alors oublions le mot rite piaculaire, retenons cette idée que dans le fond, ben, il y a ces moments d'émotion collective, tels que vous venez de le dire, qui sont une forme de catharsis.
hein, de se purger de ce qui nous constitue, c'est-à-dire que il y a en nous une part animale, la part du diable, j'avais appelé cela, moi, hein, la part maudite. Bon, il faut que ça s'exprime. Exprimer comme j'exprime le jus d'une orange. Hein, il faut que ça sorte. Ouais. Et que les sociétés équilibrées, puisque vous citiez cette phrase de moi, ben, c'est les sociétés qui justement n'ont pas voulu évacuer les affects, mais ont montré que ces affects jouaient un rôle prédominant. Et moi je pense que alors affect, c'est passion, émotion, tous ces divers, le sensible, en quelque sorte. Et que ce sensible, là encore une fois, retrouve une force et vigueur indéniable. Et ça nous ramène à un chapitre de votre livre et à un thème qui vous est cher, c'est l'initiation. Ah, le mot est lancé. Et alors là, c'est très intéressant parce que personnellement, je crois que généralement les initiations, toute vie est initiatique, mais une initiation repose généralement sur une tradition. On en parlait, la tradition. Or aujourd'hui, quand on est un peu fâché contre les traditions, pour beaucoup, et que on a l'impression que ça va nous mener à une sorte d'auto-initiation qui peut être dangereuse parce qu'il n'y a pas d'initiateur véritable, il n'y a pas de chaîne de transmission, et cette initiation vient beaucoup plus, comme on en parlait, directement du corps, comme une sorte de pulsion de vie, qui peut mener à une sorte d'initiation collective, mais qui peut mener justement un peu au désastre parfois. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces initiations aujourd'hui? Voilà. Oui, pour le dire, bon, c'est en effet, hein, je consacre tout un chapitre à l'initiation, lisez-le. Mais en gros, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, 2000 ans de temps d'observation historique, hein, les éléments que l'on a en texte, etc., montrent il y a cet éternel problème de toute espèce animale, moi je dis, hein, la socialisation. Qu'est-ce que c'est ce problème de socialisation? C'est-à-dire comment vais-je intégrer, sans trop la châtrer, l'énergie juvénile, hein? Ça pète, il y a beaucoup de pulsions, etc. Il faut que j'arrive à canaliser cela, sans trop canaliser, si je puis dire. Hein? Et donc, dans le fond, c'est ça la socialisation. Hein? Il y a des jeunes qui sont pleins de vie, il faut qu'ils arrivent à rentrer dans ce qu'est la vie ensemble. Et garder cette énergie sans véritablement l'annihiler dans sa totalité. Alors, il y a deux formes de socialisation. C'est l'éducation, celle qui a marché pendant la modernité. L'éducation repose sur une manière simple, hein. Il suffit de lire Jean-Jacques Rousseau pour s'en rendre compte. Educare, je te tire. Moi je sais, toi tu sais pas, je te tire. Hein, le petit enfant c'est un animal, il faut l'humaniser. C'est un barbare, il faut le civiliser. Hein, educare. Et donc on voit bien comment en quelque sorte il y a ce processus qui a bien marqué, qui était une des formes de socialisation. Ça ne marche plus, ça a marché, ça ne marche plus. Alors à ce moment-là, d'une manière subreptice, il y a retour de la seconde forme de socialisation qui est l'initiation. L'initiation ne repose pas sur la loi du père, moi je dis, mais sur la loi des frères. Hein, j'ai consacré un livre à la franc-maçonnerie qui s'appelle Le Trésor caché, où j'essaie de montrer en quelque sorte comment il y a retour de cette initiation multiforme. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, l'initiation repose sur le fait que il n'y a pas rien, là, il y a quelque chose. Et il y a un trésor qu'il convient de faire ressortir. Voilà la grosse différence. Hein. L'éducation postule qu'il n'y a rien, je vais remplir. Je vais inculquer. Alors que l'initiation reconnaît qu'il y a là ce trésor et va s'employer à le faire ressortir. D'une manière, là encore, horizontale. Et il me paraît que autant l'éducation ou la pédagogie, si je dis le mot grec, ne fonctionne plus, autant il y a chez ces jeunes générations une appétence pour l'initiation. Et alors oui, ça va être le retour de ces petites... Ça peut avoir des aspects péjoratifs, la secte, par exemple, qui en est une des manifestations. Ça peut être le développement des sociétés secrètes ou discrètes, les petits groupes, les nous, hein, le retour de l'ésotérisme sous ses diverses modulations. Vous voyez, on a des quantités d'indices, index, qui soulignent bien ce qui est là en gestation, et l'initiation en est pour moi une des manières, une des expressions. Regardez comment, par exemple, sur Internet, on dit que sur Internet, je ne sais plus, mais 70% du trafic d'Internet
c'est rien moins que fonctionnel. Des forums de discussion philosophique, religieuse, érotique, processus d'échangisme sous ses diverses modulations. Et tout cela, c'est quelque chose qui n'est plus la forme d'imposition d'un savoir, mais au contraire la diffraction, la diffusion. Ça, c'est initiatique. Voilà. Donc moi, je considère qu'il y a retour de l'initiation sous ses diverses formes, qu'il ne faut pas en voir que l'aspect péjoratif, là encore, mais qu'il faut voir au contraire des mots très simples, échange, partage, réversibilité, feedback. On peut trouver des quantités d'expressions qui rendent attentif encore une fois à cette dimension, encore une fois plurielle, participative, qui est l'idée même de l'initiation. Pour moi, c'est la loi des frères, et non plus la loi du père. C'est Lacan qui parle de la loi du père, verticale. La loi des frères, c'est cette idée de partage sous ses diverses modulations. Vous avez encore une coquetterie là-dessus, quand vous dites c'est la loi du père, remplacée par la loi des pères. Des pères, P-A-I-R-S, oui, je pense qu'il vaut mieux dire ça. Et avant de lire un nouveau petit passage, je voulais dire que j'aimais bien cette idée chez vous. Alors je l'avais lu dans un de vos livres, je ne sais plus lequel, mais c'est le fait que les tribus, en fait, le sentiment tribal, ou la tendance à se tribaliser, si on peut dire, elle se retrouve, elle est très archaïque en nous, elle est, au sens bon du terme, je veux dire, elle est comme une sorte de tendance, de propension. Et donc elle est très vieille, cette tendance. Et on a Internet aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Oui. Et on a cette jonction à la fois des petites tribus sur Internet, donc forme de discussion, les groupes. Si je puis me permettre de vous donner la définition un peu une coquetterie, un peu comme ça. Moi, j'avais dit, la postmodernité, c'est la synergie de l'archaïsme et du développement technologique. C'est-à-dire les tribus et Internet. L'archaïsme, vous voyez, vous avez hésité sur le mot, je vous rappelle que ça veut dire en grec arché. Oui, bien sûr. C'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Maintenant, quand on dit c'est archaïque, on considère que c'est dépassé. Voilà. Non, mais arché, c'est ce qui est premier. Vous voyez, on avait cru le dépasser et on voit revenir, encore une fois, ces archaïsmes. J'insiste, le développement des discussions philosophiques, religieuses, érotiques. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre toujours du partage. Moi, il se trouve qu'actuellement, je lis et je travaille beaucoup, et ça va apparaître dans mes prochains livres, déjà ça apparaît un peu là, sur saint Thomas d'Aquin. Philosophie du XIIIe siècle, un grand penseur à mon avis pour diverses raisons. Et c'est fascinant de voir qu'il n'est plus enseigné à l'université, même pas dans l'université catholique. Mais il y a des forums de discussion sur saint Thomas d'Aquin, sur Internet. Voilà des petites tribus, si vous voulez, qui vont disserter, se disputer, la disputatio, etc., à partir de cet auteur, si je prends saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, voilà typiquement quelque chose, moi, qui me paraît important de ce retour de la tradition, de cette importance de l'initiation, c'est-à-dire, encore une fois, le retour, vous l'avez souligné, de ces éléments fondamentaux, plus le développement technologique. N'oublions pas que ce qui a caractérisé la modernité, c'est, j'ai dit tout à l'heure, le désenchantement du monde. C'est-à-dire que la technique avait désenchanté le monde. Et paradoxalement, c'est la technique qui est en train de réenchanter le monde. Et voilà, c'est ça qui... Internet, c'est une forme de réenchantement. J'avais consacré un livre qui s'appelait « Le réenchantement du monde », où justement je montrais l'importance de ce développement technologique qui met en jeu des éléments que l'on avait cru dépasser, mais qui sont archétypaux. Restons à la pensée jungienne, ou celle de Gilbert Durand. Archétypaux, c'est des types archétypaux, c'est-à-dire quelque chose qui marque d'une manière profonde, et qui fait qu'on ne peut pas simplement dépasser, mais qu'il faut intégrer. Vous voyez, notre manière de penser, c'était la dialectique thèse, antithèse, synthèse. L'Aufhebung en allemand. Là, il y a une idée heideggerienne qui est très intéressante, qui est la Verwindung. Difficile à traduire en français, Verwindung. Ça veut dire reprise, distorsion, guérison. Reprise, par exemple, on prend mon idée de tribu. Reprise de cette image de la tribu, distorsion pas exactement au même niveau, et guérison, ça donne une manière d'être ensemble qui permet de vivre. Ce on ne peut plus vivre dans des sociétés totalement sclérosées, totalement réfrigérées, qui sont celles de nos mégapoles contemporaines. Et la petite tribu
dans le fond, qu'elle soit sexuelle, musicale, sportive, culturelle, religieuse, c'est dans le fond, dans ces grandes jungles de pierre, de serrer les coudes. Internet aidant. Vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. Hein, c'est-à-dire que je vais rentrer en contact avec des gens qui partagent ce même goût que je viens de dire. Voilà, voilà, c'est ça le paradoxe actuel. D'accord. Alors, mon passage. Alors, c'est page 133 de votre livre. En un mot, se purger des évidences théoriques pour voir ce qui est évident, l'essentiel. C'est cela qui est le cœur battant de la démarche initiatique, apprendre à désapprendre. Et dès lors, repérer et participer à ces mythes collectifs qui sont tout simplement l'expression des grands enthousiasmes populaires, la manifestation quotidienne de l'instinct vital et d'une vie secrète immédiate. Il y a quelque chose de non rationnel dans tout cela, mais un non rationnel ayant sa rationalité propre. C'est la rationalité propre à la dialogie, sentir et savoir. C'est celle du réalisme ou de la raison sensible. Ah, ça, c'est une expression qui vous était chère. Donc, c'est cela même qui est le propre de la démarche initiatique. Initiatique, c'est ce qui donne naissance. C'est ça qui est intéressant. Alors, oui, vous voyez, un mot que vous venez d'employer, moi, qui est pour moi important, c'est le mot le réalisme. Ouais. Ce sur quoi s'était fondée la modernité, puisqu'on a commencé par là en parlant de Descartes, cogito ergo sum, je pense. Et c'est à partir de l'idée, dans un livre précédent, j'avais parlé idéosophie, Ouais. c'est-à-dire une pensée comme ça qui croit. Je crée le monde à partir de mon idée. Ouais. Là, au contraire, c'est de dire qu'existe ce monde. Un philosophe malheureusement pas assez connu, un grand philosophe français qui est Merleau-Ponty, parlait de la chair du monde, qui reprenait la vieille idée catholique de l'incarnation du divin. Dieu prend chair. C'est ça le réalisme. Et vous voyez, je réagis là-dessus en vous écoutant parce que c'est typiquement la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Réalisme. C'est-à-dire cette conjonction de l'esprit et du corps, que nous avions cru séparer, que nous avions voulu couper. La nature, la culture, l'esprit, le corps, le matériel, le spirituel, etc. Moi je dis, il y a un corporéisme mystique, un matérialisme spirituel. Et chez saint Thomas, la formule, je vais la traduire en latin, elle est très belle, mais enfin, il dit, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Nihil est intellectus prius fuit sensi. C'est-à-dire, il n'y a rien qui n'est d'abord, qu'on pense, que l'on ait d'abord vécu, touché, senti. Et c'est cela le réalisme. C'est-à-dire donner de l'importance aux choses. Et de ce point de vue, c'est vrai que, moi c'est un de mes dadas, il faut se purger de nos évidences théoriques pour voir ce qui est évident. La sagesse populaire le dit, ce qui crève les yeux. Ça crève les yeux et on ne veut pas le voir. Et un des drames, pour moi, à mon avis, de l'intelligentsia, en France en particulier, c'est qu'on reste justement sur une conception idéosophique. Je dis ce que doit être le monde. Et du coup, on oublie ce qu'il est, réellement. Voilà. Et donc, moi, tout mon travail, c'est de rendre attentif, encore une fois, ceux qui crèvent les yeux. Ouais. Si je puis dire ainsi. Bah, ça peut mener... Alors, déjà, moi, ça me fait beaucoup penser à votre livre qui s'appelle La parole du silence. Ouais. Vous citez beaucoup Thomas d'Aquin dedans. Et c'est, pour moi, votre livre, où vous parlez le plus de cette spiritualité qui est très liée au langage et aussi à la théologie négative ou apophatique. C'est le fait qu'on ne peut pas non plus tout rationaliser et tout faire entrer dans des cases. Et finalement, se baser beaucoup plus sur l'expérience de la vie et s'en enrichir. Mais ça peut... Cette liaison à l'expérience. Oui, bien sûr. Cette expérience, c'est-à-dire que notre attitude éducative ou pédagogique française, franchouillarde, j'allais dire, avait mis l'accent sur cette dimension, encore une fois, du « je pense », purement rationaliste. Et on avait oublié qu'on apprenait aussi par la main, en touchant, en vivant. Et c'est ça l'expérience. Et moi, je pense qu'il y a actuellement un retour de diverses manières de cette expérience, dans les rapports aux autres, dans les rapports aux choses.
dans les rapports à la matière. Voilà, Bien sûr. voilà. Donc du coup, ce réalisme thomiste, oublions, peu importe, moi c'est mon dada, actuellement je travaille là-dessus, c'est un peu mon dada, mais c'est un peu ça. Et vous avez raison, c'était ça qui était une forme de pensée apophatique, Ouais. c'est-à-dire de théologie apophatique, c'est-à-dire de Dieu, je ne parle pas directement, par évitement. Eh bien, pour moi, de la vie sociale, je ne parle pas directement, c'est par évitement, c'est-à-dire, alors disons le mot un peu savant, tiens, le gros mot actuel, holiste, Oui. holisme, holos. Hein, le holisme, ben, c'est en effet cette conjonction, hein, cette globalité, et Ouais. pas simplement un morceau. Gilbert Durand montre bien comment une des caractéristiques de la modernité, c'était, disait-il, elle est schizophrénique, Ouais. dans le sens étymologique du terme. Purement un morceau, le cerveau. Tandis que là, c'est le corps qui parle. Oui. Oui. Le corps en son entier, si vous voulez, qui s'exprime. C'est ça l'idée du holisme. Moi, j'ai parlé d'un corporéisme, c'est-à-dire, en effet, le sens qui est en conjointe à la raison. D'accord. Et ben cette conception de la réalité directe et sensible, qui peut donner vie à l'intellect, etc., mais très fondée sur l'expérience, ça peut mener très loin parce que je vois que page 166, vous parlez de l'animal humain, et il y a 3 adjectifs à laquelle vous l'attachez, c'est sensuel, violent et sensible. Ça va loin, mais c'est vrai que cette partie émotionnelle, sensitive, sensible, et sensuelle de l'être humain peut aller loin et il lui faut son expression maximale. Sinon, si vous pensez cette dimension. Oh, ben sinon, vous voyez, tenez, je vais vous dire une phrase qui n'est pas de moi. J'aime bien rendre à César ce qui lui revient. Et c'est Heidegger qui m'a beaucoup inspiré. Et Heidegger dit, c'est quand on refuse l'animalité qu'on aboutit à la bestialité. Et le 20e siècle, n'est pas avare d'exemples en ce sens. Hein. C'est-à-dire on avait voulu totalement domestiquer l'homme, enlever sa dimension animale. Et ça aboutit au camp, nazi ou communiste, vous voyez, aux explosions de la bestialité. Et moi je pense qu'actuellement, le retour des formes de violence immaîtrisée, c'est bestial parce qu'on n'a pas eu cette sagesse d'accepter l'humus dans l'humain, moi je dis. Ouais. Hein, la vraie humanité, ben, c'est qu'il y a de l'humus. Ouais. C'est ça l'humain. Voilà. Et donc dans le fond, voilà ce que j'appelle moi le retour du sensible. C'est-à-dire, non pas, soyons clairs, non pas pour en quelque sorte valoriser à outrance les sens, mais je dirais les homéopathiser, hein, les intégrer, les ritualiser. Et les retours, et dans les sociétés équilibrées, il y a ce retour une forme de ritualisation du corps. Les Dionysies grecques, c'était ça. Hein, c'était des formes d'excès qui permettaient qu'on se purge, que ça sorte. Le carnaval, les diverses inversions multiples et diverses, en étaient des expressions. Or, nos sociétés ont évacué cela. Hein, moi, c'était ma thèse d'État où je montrais que dans le fond, à vouloir aseptiser le monde, on risquait d'aboutir à ce qu'on rentre dans un hôpital pour se faire soigner un bras cassé et on sort avec une maladie nosocomiale, septicémie. Et bien, de diverses manières, on voit bien comment, si on empêche de fumer, de boire, de faire l'amour, de faire du carnaval, de faire des fêtes des fous, de faire du bizutage, enfin peu importe. Hein, si on veut aseptiser, on risque d'arriver, et malheureusement c'est des choses qui s'expriment, on voit bien comment cela arrive actuellement, au retour de la bestialité. Voilà un peu, mon hypothèse est simple. Hein, ouais. L'animal humain est un animal aussi. Non pas, encore une fois, pour le valoriser en tant que tel, mais pour voir qu'il y a une conjonction, et le retour des sens, le retour des émotions, c'est cela. Ouais. Ça nous rappelle, encore une fois, vous voyez, ma chaîne sémantique, elle est simple. Hein. L'humus dans l'humain, et avoir l'humilité de le reconnaître. Et l'humour avec humour. C'est mon dada de dire ça. Mais c'est ces 4 expressions qui me paraissent caractéristiques de ce qu'est le vrai humanisme, d'une certaine manière. D'accord. Pour illustrer en fait une bonne alchimie qui a pu se passer historiquement et que Nietzsche avait décelée chez les Grecs, cette bonne alchimie apollinienne, dionysiaque, je vais citer votre passage, page 174. C'est le dernier. Ainsi, l'idéal cosmique de l'homme grec consiste-t-il à s'ajuster, à s'accommoder au monde? La statuaire de la Grèce ancienne en est un bon exemple
Bon exemple d'un tel ajustement. Tout y est, sagesse, force, beauté. C'est cela qui constitue le cœur battant de la raison sensible. Les divers éléments mondains s'ajustant, au mieux les uns avec les autres, sont cause et effet de l'harmonie sociétale. C'est en ce sens que la nature est un paradigme, c'est-à-dire une matrice, donnant à être, et de surcroît, laissant être. C'est vrai qu'Edgar Morin avait sorti son paradigme perdu. Oui. Donc, moi je trouve aussi, c'est vrai que chez les Grecs, il y a eu cette intégration de la volonté d'ivresse des Grecs, très bien intégrée donc, par les Dionysies et le théâtre, plus tard, même si ça a été décadent après, selon Nietzsche. Mais est-ce qu'on peut retrouver une sorte de bonne alchimie comme ça aujourd'hui dans nos sociétés? On verra bien. Hein. On verra bien. Moi, je pense qu'on est en train de la retrouver. Je pense, si vous voulez, qu'il y a qu'il y a ce retour harmonieux en gestation, mais dans la société au noir, si je puis dire, hein, dans la société officieuse. Ouais. J'avais appelé ça la centralité souterraine. Bon. Encore une fois, dans la société officielle, ça reste dominé par l'économie, par un grand rationalisme, la marchandisation de la vie, etc. Mais on sent bien qu'il y a un grouillement culturel qui est important. Et sur le point particulier que vous l'avez indiqué, rappelons-nous la chose suivante. Au milieu du discours de la méthode, il y a cette idée auquel on ne prête pas attention. Une phrase de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et pour les gens de mon âge, on nous apprenait aussi le Cinna de Corneille, je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc. C'est-à-dire quelque chose qui avait cette dimension paranoïaque. On va dominer le monde, on va dominer, etc. Et on voit bien comment actuellement cette domination aboutit à la dévastation. Bien. Alors, ça c'est ce qui reste officiel. On sent bien qu'actuellement il y a en gestation un autre paradigme, une autre sensibilité, une autre manière d'être. Je vais encore reprendre ici une expression de mon maître Gilbert Durand. Il parle du fameux trajet anthropologique. Alors le trajet anthropologique, ce n'est pas un sujet, l'individu, dominant un objet, la nature, mais trajet, trajectif. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de réversibilité, que j'en suis de cette nature. Et c'est ce que j'exprime en disant accommoder, s'ajuster, non pas dominer, aboutissant à la dévastation, mais d'une manière pas forcément consciente d'ailleurs. Hein, mon livre précédent s'appelait Écosophie. Ouais. Écosophie, c'était justement, j'avais pris ce mot pour éviter l'écologie en France, c'est devenu une écologie politique, une connotation moi qui me gênait. Et l'idée d'écosophie, c'est dans le sens étymologique du terme, une sagesse de la maison commune. Et je pense qu'il y a cette sensibilité actuellement. Ouais. Voilà, c'est en ce sens. Alors, mais je dis je pense, hein. On verra bien. Peut-être qu'encore une fois, donnons-nous rendez-vous dans quelques siècles. Oui. Peut-être un peu avant, espérons-le, mais en tout cas, quelque chose qui fait qu'on sent bien qu'on ne peut plus le dévaster comme ça. Et que de plus en plus, les jeunes générations ont notre rapport à l'électricité, à l'eau, à l'air, etc. Vous voyez, les éléments primordiaux. Et c'est cette autre manière de s'ajuster aux éléments, moi, qui me paraît être le gage de l'avenir. En quelque sorte. C'est ça, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Et pas forcément d'une manière consciente, soyons clairs, hein, mais dans cet inconscient collectif, si on reprend l'idée jungienne, dans cet inconscient collectif, on sent bien que d'une certaine manière, on ne peut plus se contenter de dominer et donc de dévaster. Oui. Et qu'il y a un autre rapport dès lors qui va se faire avec l'environnement, sous ses diverses modulations. Il est un mot d'ailleurs que nous n'avons pas en français, qui vient de l'école de Palo Alto en Californie, et qui pour moi est un mot qui m'est cher, c'est l'idée de proxémie. C'est-à-dire dans le sens simple du terme, il n'y a d'environnement social que par rapport à l'environnement naturel. Dialogie. Mais là-dessus, l'œuvre, puisque vous avez cité le nom, l'œuvre d'Edgar Morin est de ce point de vue paradigmatique quand même, parce que lui aussi a insisté justement en son temps et à sa manière, alors qu'il était assez isolé. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas, c'est un vieux sage, mais à l'époque, il était assez marginalisé, justement sur cette complexité, dans le vrai sens du mot. Hein. Le mot que je viens de dire, c'est de lui, dialogie. Ouais. Hein, c'est-à-dire un rapport de terme à terme, et c'est cela, moi, qui me paraît être un des vecteurs, en quelque sorte, de ce qui est en gestation actuellement.
Ça serait une belle conclusion, mais vous avez une phrase latine. Alors, elle n'a pas... J'aime le latin. Oui. Alors, c'est un palindrome. C'est ça qui est oui. intéressant. Ah, c'est beau, Alors, je sais pas si vous savez la dire, mais je pourrais pas la prononcer. J'ai pas fait de latin. Mais je l'ai noté. Elle n'est pas de moi, c'était non. Ingerum Oui. imus nocte ele consumimur igni. C'est-à-dire, dans la nuit, nous y allons et nous sommes consumés par le feu. Ouais. Et donc, dans le fond, c'est l'importance. C'était une phrase de Lucrèce et ça a été repris par Debord, Ouais. qui en a fait un film, fameux, si vous voulez. Et moi, ça me paraît être un de ces éléments, je dirais, de l'excès ambiant, qui est, encore une fois, le fait que on n'est plus simplement attiré par le quantitatif des choses, mais par le qualitatif. C'est ce que j'appelais, moi, une infrastructure spirituelle, le retour multiforme du culturel, et que c'est ce retour multiforme du culturel qui fait qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de l'avenir. Je dirais, cet avenir, on est en train de le vivre justement dans le présent, on est en train de le vivre avec intensité, non plus simplement une conception extensive du monde, mais intendere, étendue dans, intensité des relations, intensité du moment, intensité de faire de la bonne bouffe, enfin, des quantités d'éléments, si vous voulez, qui rendent attentif à le vrai problème pour moi, c'est celui de l'incarnation. C'est-à-dire cette chair du monde, puisque je citais Merleau-Ponty tout à l'heure, on se rend compte qu'on est partie prenante de cette chair du monde. Merci. Bon, eh bien, nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Ah oui, j'ai pas dit en fait. Non, mais c'est... si. Bah, c'est parfait, cette phrase qu'on peut lire dans les deux sens, c'est magnifique. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup, Michel Maffezoli. Je rappelle que votre livre, Être postmoderne, est sorti il y a très peu de temps et que j'invite tout le monde à le lire. Voilà. Merci. Merci.